En août 2025, l'Alaska a évité de justesse une catastrophe terrifiante. Et tout s'est joué en quelques secondes. Tôt le 10 août, un pan de montagne du fjord de Tracy Arm s'est soudainement effondré. Des millions de tonnes de débris ont frappé le fjord presque instantanément. Si des bateaux de touristes s'étaient déjà trouvés à l'intérieur, des milliers de personnes auraient été piégées là, englouties par un gigantesque mur d'eau déferlant à travers la zone. L'impact a déclenché un énorme tsunami, le deuxième plus important jamais enregistré dans l'histoire moderne, et le plus grand lié à un glissement de terrain. La vague a déferlé dans le fjord et est remontée sur le versant opposé. La hauteur de cette vague d'impact atteignait près de 480 mètres. C'est plus haut que presque tous les gratte-ciel de la planète. Seuls quelques bâtiments au monde sont plus hauts. La force de l'effondrement a été extrême elle aussi. Des capteurs sismiques du monde entier l'ont détecté. Au début, certains instruments l'ont même perçu comme un séisme. Mais il n'y avait aucune activité tectonique. L'eau ne s'est pas calmée non plus ensuite. Pendant plusieurs jours après l'effondrement, des vagues géantes allaient et venaient dans le fjord. Ce mouvement dangereux s'appelle une sèche. C'est quand, au lieu d'une seule vague qui frappe et disparaît, tout le plan d'eau oscille, comme une baignoire secouée. Mais le plus troublant, c'est ce qui pourrait avoir causé cette catastrophe. Voyez-vous, un immense glacier, appelé le glacier South Sawyer, reculait toujours plus profondément dans le fjord à mesure que les températures montaient. En réalité, ce glacier agissait comme un gigantesque mur de soutien pour les montagnes environnantes. Il aidait à maintenir les parois abruptes de la vallée. Et une fois que le glacier a reculé au-delà d'un certain point, la roche a perdu son appui. Des fissures ont commencé à se propager dans la pente. L'eau de pluie s'est infiltrée profondément dans la roche affaiblie, et le sol est devenu instable. Finalement, tout le versant de la montagne a cédé. Mais une chose a failli transformer cette catastrophe naturelle en drame impliquant des milliers de personnes. Des navires de croisière devaient entrer dans le fjord de Tracy Arm plus tard ce même matin. Les touristes s'y rendent régulièrement pour voir de près les glaciers et la faune. Si le versant s'était effondré quelques heures plus tard, des navires auraient été en plein cœur du fjord quand le tsunami l'a traversé. Ils auraient été engloutis en quelques secondes. Dans un endroit comme Tracy Arm, il n'y aurait eu presque nulle part où fuir. Un fjord, c'est en gros un long chenal étroit entouré de parois montagneuses abruptes. Donc, quand des millions de tonnes de roches ont percuté l'eau, toute cette énergie s'est retrouvée piégée et comprimée à l'intérieur du fjord. C'est l'une des raisons pour lesquelles la vague est devenue incroyablement haute. Quand des chercheurs ont visité la zone plus tard, le lieu semblait dévasté. D'énormes pans de la montagne paraissaient arrachés, et des arbres étaient brisés et projetés partout. D'immenses morceaux de terre et de végétation avaient disparu, et les falaises étaient couvertes de profondes cicatrices. Les scientifiques ont comparé l'événement au tristement célèbre méga tsunami de la baie de Lituya en Alaska en 1958, le plus grand tsunami jamais enregistré. Mais il y a une différence. La catastrophe de la baie de Lituya a été déclenchée par un séisme. Pas celle de Tracy Arm, ce qui a rendu l'effondrement bien plus difficile à prévoir. Il n'y a eu presque aucun signe avant-coureur juste avant l'effondrement de la montagne. Alors les chercheurs ont dû remonter le fil en étudiant des images satellites, des relevés radars et le mouvement du glacier pour comprendre ce qui s'était vraiment passé. Et ils ont découvert quelque chose d'inquiétant. Le glacier South Sawyer rétrécissait déjà depuis des décennies à cause de la hausse des températures. Mais au seul printemps 2025, il a soudain reculé d'environ 500 mètres. C'est une quantité énorme de glace qui disparaît en quelques mois seulement. Et ça ne se produit pas qu'à un seul endroit. De nombreux versants montagneux en Alaska et dans d'autres régions froides du monde se fissurent lentement et deviennent instables au-dessus de glaciers qui s'amincissent. Et c'est alarmant! On ne comprend toujours pas pleinement à quelle vitesse ce processus peut se produire. La plupart des gens entendent le mot tsunami et imaginent de gigantesques vagues océaniques causées par des séismes. Mais des événements comme Tracy Arm montrent que la hausse des températures peut aussi déclencher d'énormes tsunamis dus à des glissements de terrain. À l'heure actuelle, le risque qu'un navire de croisière soit frappé par l'une de ces vagues est encore considéré comme faible. Mais on continue de construire des infrastructures dans des zones instables.
Pensez aux ports, aux circuits touristiques, aux camps miniers, aux installations pétrolières et même aux villages côtiers. Ça veut dire que les enjeux augmentent. Les gens vont dans les fjords d'Alaska pour voir les glaciers et la nature sauvage. Mais ces endroits deviennent plus dangereux d'année en année. L'Alaska est particulièrement à risque, car on y trouve des montagnes abruptes, des voies d'eau étroites, des séismes et des glaciers qui fondent vite, tout ça réuni. Alors aujourd'hui, les scientifiques se hâtent d'améliorer les systèmes d'alerte avant le prochain effondrement, car la prochaine fois, les gens n'auront peut-être pas le temps de fuir. Comme ce fut le cas en 1958, tard dans la nuit, un énorme séisme a frappé près d'un endroit appelé la baie de Lituya. Le séisme a littéralement arraché un pan de montagne. Environ 30 millions de mètres cubes de roches se sont soudain détachés bien au-dessus de la baie. Et toute cette roche a chuté d'environ 900 mètres, droit dans l'eau en contrebas. L'impact a propulsé un gigantesque mur d'eau à travers le fjord. L'eau a jailli sur le versant opposé et a arraché arbres et terre, jusqu'à 524 mètres de hauteur. À ce jour, c'est encore la plus grande vague de tsunami jamais enregistrée. Pire encore, la vague ne s'est pas contentée de rester dans la crique. Elle a déferlé sur la terre, séparant les deux parties de la baie et a continué à filer dans le fjord vers le golfe d'Alaska. Des millions d'arbres ont été arrachés du sol aussi facilement que des cure-dents. Les scientifiques ont compris plus tard que toute la zone était quasiment faite pour une catastrophe pareille. La baie de Lituya, c'est en gros un immense piège étroit entouré de montagnes abruptes. Alors quand toute cette roche a percuté l'eau, l'énergie n'avait nulle part où aller et elle a explosé vers l'avant. Il y a une énorme faille qui passe sous la baie et au fil du temps, des glaciers ont creusé de profonds chenaux à travers les montagnes. Ensemble, ces éléments ont façonné une voie d'eau étroite qui agit presque comme un boulet de canon, en canalisant tout vers l'avant. Donc, après le passage du tsunami, l'endroit avait un air totalement apocalyptique. Des forêts entières avaient tout simplement disparu. Il ne restait que de la roche sur les versants où des arbres se dressaient encore quelques minutes plus tôt. 5 personnes ont perdu la vie au total. 2 ont péri près de l'entrée de la baie quand leur bateau a été submergé presque instantanément. Un autre bateau de pêche a été soulevé par la vague et emporté par-dessus une pointe boisée. Hélas, ceux qui étaient à bord n'ont pas survécu au choc contre la terre ferme. Quelques pêcheurs ont échappé au pire par chance. Ils étaient ancrés aux bons endroits, là où la force de l'eau était un peu moins extrême. Les dégâts ne sont pas restés locaux. À Yakutat, tout près, la vague a frappé des quais, des ponts et des oléoducs. Elle a sectionné des câbles de communication sous-marins. Encore plus loin, des localités comme Pelican et Sitka ont signalé des dégâts plus légers, mais tout de même importants. D'ailleurs, on savait depuis longtemps que la baie de Lituya représentait un grave danger. Quand l'explorateur français Jean-François de Gallo-La-Pérouse atteignit la baie de Lituya en 1786, il remarqua aussitôt quelque chose de troublant. Autour de l'étroit fjord du sud-est de l'Alaska, la forêt ne se fondait pas dans le paysage. Au contraire, elle s'interrompait brusquement, comme tranchée par une lame. Cette ligne nette à travers les arbres semblait presque surnaturelle. Ce fut le premier indice que cette baie d'apparence paisible était tout sauf sûre. Puis vint le deuxième. La Pérouse envoya 3 petites embarcations vers l'entrée de la baie pour mesurer la profondeur de l'eau. Le temps était calme, presque serein, aucun signe de danger. Mais à l'intérieur de l'étroit fjord, de puissants courants régnaient. L'eau se tordait et déferlait de façon imprévisible, entraînant les embarcations vers le fond. 2 des embarcations chavirèrent, englouties par les vagues. 26 hommes périrent, et leurs corps ne furent jamais retrouvés. La seule île de la baie fut plus tard baptisée Cénotaphe, qui signifie « tombe vide » en leur mémoire. Ce nom se révéla d'une exactitude troublante. En 1899, un séisme déclencha une vague gigantesque qui détruisit un village autochtone et coûta la vie à 5 personnes sur l'île. En 1936, un autre tsunami frappa de nouveau la baie, répétant ce schéma de destruction soudaine.